Les effluves de café fraîchement moulu et de pain grillé doré emplissaient l'air du bistrot, le bon goût. Amélie, ses 42 ans gravés de fines lignes qui racontaient 1000 sourires, ajusta le tablier jaune canari emblématique de la chaîne. Ses doigts, purinés par 2 décennies à équilibrer des plateaux, lissèrent le tissu presque par instinct. À travers le reflet de la vitrine étincelante, elle observa le mouvement frénétique en cuisine. Les grilles grésillants, les mixeurs vrombissants et le cliquetis constant de l'argenterie et des assiettes, une symphonie familière qui, jusqu'à quelques mois auparavant, la faisait sourire. La clochette de la porte d'entrée tinta. Amélie se tourna, pleine d'espoir, à l'idée de voir un visage amical. Son sourire de professionnel vacilla lorsqu'elle vit M. Dubois, le nouveau directeur régional, entrer avec son attaché-case en cuir noir et son expression sévère. « Bonjour l'équipe », annonça-t-il, sa voix tranchant le bourdonnement de la salle. « Réunion dans 5 minutes, tout le monde présent. » Les épaules d'Amélie s'affaissèrent imperceptiblement. Elle échangea un regard avec Jean-Pierre, le chef cuisinier, qui était là depuis l'ouverture du bistrot. Ses yeux fatigués reflétaient son appréhension. Dans l'arrière-salle, qui sentait le produit de nettoyage et le café rassis, l'équipe s'entassa. Debout à l'avant, M. Dubois déplia un graphique coloré. « Nos chiffres sont en dessous de l'objectif », déclara-t-il, son doigt accusateur planant sur une ligne rouge descendante. À partir d'aujourd'hui, de nouvelles politiques entrent en vigueur. Amélie sentit un nœud se former dans son estomac, tandis que M. Dubois énumérait les changements. Coupe dans les heures supplémentaires, portions réduites et élimination du traitement de faveur pour les clients réguliers. Et le plus important, souligna-t-il, son regard balayant la pièce, tolérance zéro pour la charité non autorisée. Cela inclut les repas gratuits, les restes ou toute forme d'aumône. Compris ? La pièce répondit par un murmure réticent d'assentiment. Amélie se mordit la lèvre, se souvenant de M. Martin, le veuf qui venait chaque mardi et recevait toujours une part de tarte supplémentaire. De retour dans la salle, Amélie se déplaçait en pilote automatique, servant, souriant, débarrassant les tables. Mais ses yeux dérivaient constamment vers la fenêtre, observant la rue. L'après-midi s'étirait, et avec lui, de lourds nuages s'amoncelaient dans le ciel. Le premier grondement de tonnerre résonna alors qu'Amélie nettoyait une table près de la vitrine. C'est alors qu'elle les vit. 2 filles identiques, pas plus de 5 ou 6 ans, arrêtées devant la fenêtre. Leurs cheveux bruns, emmêlés et humides, encadraient des visages pâles et minces. De grands yeux sombres étaient fixés sur les assiettes colorées à l'intérieur, suivant chaque fourchette levée, chaque bouche qui mâchait. Amélie se figea, le chiffon de nettoyage oublié dans sa main. L'une des filles pressa sa paume contre la vitre, y laissant une petite marque. L'autre serra son propre ventre, un geste aussi subtil que douloureux à voir. La clochette de la porte tinta de nouveau. M. Dubois sortit de son bureau, ses yeux se posant immédiatement sur la scène. Son front se plissa et il commença à marcher vers la porte. Le cœur d'Amélie martelait sa poitrine. Ses jambes bougèrent avant que son cerveau ne puisse enregistrer ce qu'elle faisait. En quelques secondes, elle se tenait entre M. Dubois et la porte. « Je m'en occupe, » dit-elle, sa voix plus assurée qu'elle ne se sentait. M. Dubois hésita, ses yeux se rétrécissant avec suspicion. « Rappelez-vous des nouvelles règles, Amélie ?» Elle hocha la tête machinalement, sentant le poids de son regard dans son dos alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Dehors, la pluie commençait à tomber à grosses gouttes. Amélie ouvrit la porte, la clochette tintant doucement. Les filles firent un pas en arrière, les yeux écarquillés de peur et d'espoir. Un instant, Amélie fut paralysée. À sa droite, les clients mangeaient, inconscients du petit drame qui se déroulait. À sa gauche, M. Dubois regardait, les bras croisés en signe de désapprobation. Et devant elle, 2 enfants frissonnaient sous la pluie qui tombait maintenant sans pitié. Le tonnerre gronda de nouveau, plus proche cette fois. Amélie sentit quelque chose de brut en elle répondre. 20 ans de sourires exercés, de « oui, monsieur » et de « comme vous le souhaitez » se dissolvèrent à cet instant. Son regard se verrouilla sur celui des filles.
Dans ses yeux affamés, elle vit des reflets d'elle-même il y a des décennies, de Jean-Pierre, de tant d'autres qui avaient retrouvé non seulement un travail, mais un foyer au bon goût. Amélie prit une profonde inspiration. Sa main glissa dans la poche de son tablier, sentant le poids rassurant de ses économies pour le loyer. D'un mouvement rapide, elle se retourna, bloquant la vue de M. Dubois. « Entrez » murmura-t-elle aux filles, son sourire maintenant sincère et chaleureux. « Laissez-moi vous raconter un secret sur la meilleure tarte aux pommes de la ville. » En guidant les enfants à l'intérieur, Amélie savait qu'elle franchissait une ligne. Mais en sentant leurs petites mains froides dans les siennes, elle réalisa que certaines règles étaient faites pour être enfreintes et que certaines histoires méritaient d'être réécrites. L'arôme de cannelle et de pommes caramélisées entourait Amélie alors qu'elle menait les jumelles vers un coin discret du bistrot. Ses yeux balayèrent à la salle, s'assurant que M. Dubois restait dans son bureau. « Ici » chuchota-t-elle en désignant une banquette. « Asseyez-vous. » Les filles obéirent en silence, leurs mouvements synchronisés comme si elles n'étaient qu'une. De près, Amélie pouvait voir des détails que la fenêtre avait cachés. Leurs robes, autrefois colorées, étaient maintenant délavées et rapiécées. Leurs chaussures, usées jusqu'à la corde, avaient des ficelles en guise de lacets. « Je m'appelle Amélie, » dit-elle en s'agenouillant pour croiser le regard des enfants. « Et vous ?» La jumelle de gauche, qui avait une petite tache de naissance près de la lèvre, répondit « Je m'appelle Chloé. » Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « Léa » murmura l'autre, ses doigts entrelacés avec ceux de sa sœur sous la table. Amélie remarqua leurs poignets fins et leurs joues creuses. Leurs yeux, bien que vifs, étaient ombragés par des cernes bien trop lourds pour des enfants si jeunes. « Eh bien, Chloé et Léa, » sourit Amélie, sentant son cœur se serrer. « Que diriez-vous d'un repas spécial offert par la maison ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, elle se précipita vers la cuisine. Jean-Pierre haussa un sourcil en la voyant se glisser furtivement à l'intérieur. « J'ai besoin de 2 assiettes complètes, » chuchota Amélie, « et fait comme si c'était pour la table 5. » Jean-Pierre hésita un instant, ses yeux se plissant de compréhension. Sans un mot, il hocha la tête et se tourna vers les fourneaux. Quelques minutes plus tard, Amélie équilibrait un plateau avec 2 assiettes fumantes d'œufs, de lard, de crêpes et une généreuse part de tarte aux pommes. Elle les posa devant les jumelles, dont les yeux s'écarquillèrent d'un mélange d'émerveillement et de gratitude. « Mangez » encouragea-t-elle doucement. « Nous avons le temps. » Les filles n'eurent pas besoin d'être plus encouragées. Elles mangèrent avec une voracité qui brisa le cœur d'Amélie, mais aussi avec des manières surprenantes. Il n'y avait ni miettes, ni bruit. C'était comme si elles craignaient que la nourriture ne disparaisse si elles attiraient trop l'attention. Amélie s'occupait à nettoyer les tables voisines, gardant toujours un œil sur la porte du bureau de M. Dubois. Chaque minute qui passait, son cœur battait plus vite. Elle enfreignait toutes les règles, mais ne ressentait aucun regret. C'est alors que Chloé, la bouche encore pleine de tarte, demanda « Pourquoi êtes-vous si gentille avec nous ?» La question prit Amélie au dépourvu. Elle s'approcha, se penchant comme pour ramasser des assiettes. « Parce que tout le monde mérite un peu de gentillesse, » répondit-elle doucement. Léa, avalant une bouchée de crêpes, ajouta « Maman disait ça aussi. »« Ah oui ?» ne put s'empêcher de demander Amélie. Avant d'aller au ciel, expliqua Chloé, sa voix tremblante. Le cœur d'Amélie se serra. Orpheline. Cela expliquait beaucoup de choses. Elle était sur le point de poser plus de questions quand un mouvement dans sa vision périphérique l'alerta. Monsieur Dubois. Il se tenait à la porte de son bureau, téléphone à la main, filmant clairement la scène. Amélie sentit le sang se glacer dans ses veines. Instinctivement, elle se positionna entre M. Dubois et les filles, comme si son corps seul pouvait les protéger. Amélie, la voix de M. Dubois coupa l'air comme un couteau. « Mon bureau. » Maintenant, toute la salle sembla se figer. Les clients interrompirent leur repas, les serveurs s'arrêtèrent en plein mouvement. Le seul son était le cliquetis lointain des ustensiles dans la cuisine. Avec un dernier regard rassurant vers les jumelles, Amélie suivit M. Dubois. La porte était à peine fermée qu'il explosa. « Qu'est-ce que diable vous croyez être en train de faire ?» Amélie redressa les épaules. « J'aide des enfants qui ont faim. »
Aider? Monsieur Dubois laissa échapper un rire sans joie. Vous volez l'entreprise, vous me volez. Ce ne sont que des enfants, monsieur Dubois, des orphelins. Comment pouvons-nous? Je me fiche qu'ils soient orphelins ou princesses, l'interrompit monsieur Dubois, le visage rouge de fureur. Nous avons des politiques, des règles, et vous les avez délibérément enfreintes. Amélie sentit une vague d'indignation monter en elle. Certaines règles doivent être enfreintes quand... Non, la coupa-t-il de nouveau, sa voix dangereusement basse. Ce n'est pas à vous de décider quelles règles suivre, c'est moi qui décide, et j'ai décidé que vous êtes viré. Le monde sembla tourner sous les pieds d'Amélie. Viré, après 20 ans. Monsieur Dubois eut un sourire froid qui n'atteignit jamais ses yeux. Exactement, et j'ai tout filmé comme preuve. Avant qu'Amélie ne puisse pleinement réaliser ce qui se passait, monsieur Dubois ouvrit la porte du bureau et la poussa dehors. « Attention tout le monde !» sa voix tonna dans la salle. Cette employée a été surprise en train de voler de la nourriture et de la donner à des étrangers. Elle ne représente plus le bon goût. Amélie, rendez votre badge et partez immédiatement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amélie, hébétée, regarda autour d'elle. Elle vit le choc sur les visages de ses collègues, la confusion dans les yeux des clients. Puis son regard trouva Chloé et Léa. Les jumelles se tenaient là, tremblantes, les yeux écarquillés de peur. Avant qu'Amélie ne puisse dire quoi que ce soit, elles se précipitèrent vers la porte, disparaissant dans la rue pluvieuse. « Non !» cria Amélie en se déplaçant pour les suivre, mais M. Dubois lui attrapa le bras. « Votre badge » exigea-t-il. Les mains tremblantes, Amélie retira le badge qu'elle avait porté pendant 2 décennies, le lui tendant. Elle avait l'impression de renoncer à une partie d'elle-même. C'est alors que l'agitation commença. « C'est scandaleux !» cria un client âgé en se levant. « Elle aidait des enfants !» s'exclama un autre. Bientôt, toute la salle fut en émoi, les clients hurlant, les employés murmurant, certains jetant même leur propre badge par terre en signe de solidarité. Mais Amélie enregistrait à peine le chaos autour d'elle. Ses yeux étaient fixés sur la porte par laquelle Chloé et Léa avaient disparu. Elles étaient là dehors, seules sous la pluie, et c'était de sa faute. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, ignorant les cris de M. Dubois et les supplications des clients, Amélie sentit le poids de ses actions. Elle avait perdu son travail, sa sécurité. Mais ce qui faisait le plus mal, c'était de savoir qu'en essayant d'aider, elle avait peut-être fait plus de mal à 2 petites âmes qui avaient besoin de protection. La pluie l'accueillit dehors, se mêlant aux larmes qui coulaient maintenant librement sur son visage. Amélie leva les yeux et regarda la rue, cherchant désespérément un aperçu des jumelles. Mais elles avaient disparu, avalées par la ville implacable. Le cœur lourd et un avenir incertain, Amélie jeta un dernier regard au bon goût. 20 ans de sa vie terminés en un instant, tout cela à cause d'un seul acte de gentillesse. Alors qu'elle s'éloignait, une question résonnait dans son esprit. Est-ce que ça en valait la peine? La réponse, elle le savait, se trouvait dans les yeux reconnaissants de 2 filles affamées. Et ça, personne ne pourrait le lui enlever. La Bentley noire glissa silencieusement dans la rue mouillée, s'arrêtant devant le bon goût. Antoine Bernard, 70 ans, observa la façade familière à travers la vitre embuée. L'enseigne dorée, autrefois brillante, semblait maintenant terne sous le ciel gris. Avec un soupir, Antoine ajusta sa cravate en soie et sortit de la voiture. Ses chaussures italiennes sur mesure touchèrent le trottoir avec un léger ploc. Le chauffeur se précipita pour tenir un parapluie au-dessus de lui, mais Antoine le repoussa d'un geste. « Pas la peine, Claude, je ne vais pas fondre. » En se dirigeant vers l'entrée, Antoine sentit tout le poids de ses 70 ans. Ses cheveux, autrefois d'un brun vibrant, étaient maintenant d'un argenté distingué. De profondes rides marquèrent son visage, témoin silencieux de décennies de décisions difficiles et de nuits blanches. Il s'arrêta un instant, regardant à l'intérieur par la vitrine. Les souvenirs l'envahirent. C'était en 1975, quand lui, un jeune immigrant français plein de rêves, ouvrit pour la première fois les portes de ce bistrot. L'odeur du café fraîchement moulu,
le cliquetis des tasses, le bavardage amical des clients. C'était plus qu'une affaire, c'était un foyer loin de chez soi. Antoine secoua la tête, revenant au présent. Quelque chose n'allait pas. L'atmosphère accueillante qu'il avait mis tant de mal à cultiver semblait s'être dissipée. En entrant, la clochette familière tinta, mais personne ne leva les yeux. Les employés se déplaçaient mécaniquement, leur sourire semblant forcé. Les clients mangeaient en silence, sans la camaraderie dont Antoine se souvenait. C'est alors qu'il l'entendit, une voix forte et en colère venant de l'arrière. « Ne représente plus le bon goût. Amélie, rendez votre badge et partez immédiatement. » Antoine fronça les sourcils, se dirigeant discrètement vers l'agitation. Il vit une femme d'âge moyen, les yeux pleins de larmes, tendant son badge à un homme en costume qu'il ne reconnaissait pas. La salle éclata en protestation, les clients criant, les employés murmurant. Antoine resta là, stupéfait, alors que la femme, Amélie, il présuma, sortait, l'air complètement abattu. « Que se passe-t-il donc ici » marmonna Antoine pour lui-même. Avant qu'il ne puisse intervenir, la porte s'ouvrit violemment. 2 petites filles identiques sortirent en courant, manquant de le percuter. Un bref instant, le regard d'Antoine croisa le leur. Il y avait de la peur, mais aussi une étincelle d'autre chose. Détermination? Espoir? Il n'était pas sûr, mais quelque chose dans ce regard l'intriguait. Les jumelles disparurent sous la pluie, suivies de près par Amélie. Antoine se sentit partagé entre suivre le tumulte à l'extérieur ou enquêter sur le chaos à l'intérieur. Il choisit cette dernière option. Redressant les épaules, Antoine marcha d'un pas décidé vers l'homme en costume qui essayait maintenant de calmer les clients enragés. « Excusez-moi, » dit Antoine, sa voix calme mais empreinte d'autorité. L'homme se tourna, l'agacement lisible sur son visage. « Écoutez, monsieur, nous gérons une situation interne ici. Si vous pouviez, s'il vous plaît, retourner à votre... »« Je crains de ne pas pouvoir faire ça, » interrompit doucement Antoine. « Voyez-vous, je suis Antoine Bernard, le fondateur de cette chaîne. » Le sang quitta le visage de l'homme. « Monsieur Bernard, nous ne vous attendions pas. »« Clairement, » répondit froidement Antoine. « Et vous êtes ?»« Dubois. Robert Dubois, directeur régional. » Antoine hocha lentement la tête. « Eh bien, monsieur Dubois, il semble que nous ayons beaucoup à discuter. Votre bureau. Et s'il vous plaît ?» En suivant Robert Dubois, Antoine ne put s'empêcher de remarquer les regards pleins d'espoir que les employés lui lançaient. Qu'était-il exactement arrivé à son cher bistrot? Dans le bureau exigu, Antoine refusa de s'asseoir, préférant rester debout, imposant. « Expliquez-vous, » ordonna-t-il simplement. Robert Dubois déglutit difficilement. « Monsieur Bernard, je ne faisais que suivre le protocole. Cette employée, Amélie, a été surprise en train de donner de la nourriture gratuite à des vagabonds. C'est contre la politique de l'entreprise. » Antoine haussa un sourcil. « Des vagabonds? Vous voulez dire ces 2 petites filles? » « Eh bien, oui. Elles n'étaient pas des clientes, et combien ce repas a-t-il coûté à l'entreprise » l'interrompit Antoine. Robert Dubois cligna des yeux, confus. « Eh bien, pas grand-chose, mais le principe. »« Le principe, » répéta Antoine, sa voix teintée de déception. « Laissez-moi vous parler d'un principe, monsieur Dubois. Quand j'ai ouvert ce bistrot, j'étais un jeune immigrant avec à peine 1 sou en poche. Savez-vous qui m'a donné mon premier repas décent depuis des semaines? La propriétaire d'un petit café. Elle ne me connaissait pas, ne savait pas si je pouvais payer. Elle a juste vu quelqu'un qui avait faim et a agi avec compassion. » Robert Dubois resta silencieux, son visage un mélange de honte et de confusion. Antoine continua. « Ce simple acte de gentillesse m'a inspiré. Je me suis juré que si j'avais un jour mon propre établissement, je ne refuserais jamais un repas à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Ça, monsieur Dubois, c'est le principe sur lequel le bon goût a été fondé. » Se tournant vers la fenêtre, Antoine contempla la pluie. Qu'est-il arrivé à Amélie? Elle a été virée, monsieur? Antoine ferma les yeux, ressentant une profonde tristesse. Depuis combien de temps travaille-t-elle ici? 20 ans, monsieur?
Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Antoine se tourna, son regard perçant fixé sur Robert Dubois. « Avez-vous une famille, monsieur Dubois ?» Robert Dubois, pris au dépourvu par la question, balbutia « Ou... oui, une femme et 2 enfants. Et s'ils étaient là, dehors, affamés, ne voudriez-vous pas que quelqu'un leur montre un peu de compassion ?» Robert Dubois baissa les yeux, incapable de croiser le regard d'Antoine. « Je vais rester en ville quelques jours, » annonça Antoine. « Je veux une enquête complète sur cet incident, et je veux qu'Amélie soit réintégrée d'ici la fin de la semaine. » « Mais monsieur, les politiques de l'entreprise ?»« Les politiques, » interrompit fermement Antoine, « peuvent être changés. La compassion, monsieur Dubois, n'est pas négociable. » Sur ce, Antoine se dirigea vers la porte. Avant de partir, cependant, il s'arrêta. « Oh, et une dernière chose. Ces 2 filles, je veux tout savoir sur elles, leur histoire, leur situation. Tout. » Robert Dubois hocha rapidement la tête. « Oui, monsieur, tout de suite. » Alors qu'Antoine quittait le bureau, le bourdonnement dans la salle à manger se tut. Tous les yeux se tournèrent d'eau vers lui, la curiosité et l'espoir palpables dans l'air. Il s'arrêta, regardant autour de lui. Cet endroit, autrefois sa fierté et sa joie, ressemblait maintenant à une ombre de ce qu'il devrait être. Mais pas pour longtemps. « Claude » appela-t-il, et son chauffeur apparut aussitôt à ses côtés. « Annulez mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Il semble que nous ayons du travail à faire ici. » En retournant à sa voiture, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à ses 2 petites filles. Il y avait quelque chose à leur sujet, quelque chose de familier qu'il n'arrivait pas à identifier. Et ses yeux? Une chose était certaine, Antoine Bernard ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas découvert la vérité derrière cet incident. Et dans le processus, peut-être pourrait-il redécouvrir l'âme de son bien-aimé, le bon goût. La pluie s'était calmée en un léger crachin quand Antoine quitta le bon goût. Ses yeux encore vifs balayèrent la rue. C'est alors qu'il les vit. 2 petites silhouettes blotties sous l'auvent d'un magasin fermé, à quelques mètres de là. Antoine hésita. Des décennies de vie d'entreprise lui avaient appris la prudence, à garder ses distances. Mais quelque chose chez ses enfants l'attirait, comme un aimant invisible. « Claude » appela-t-il doucement. « Attendez dans la voiture. » Ignorant le regard inquiet de son chauffeur, Antoine marcha lentement vers les filles. Elles le remarquèrent aussitôt, se raidissant comme des animaux effrayés. « Bonjour » dit-il, gardant sa voix douce et s'arrêtant à une distance respectueuse. « Il fait un peu froid dehors, n'est-ce pas ?» Les jumelles se regardèrent, une conversation silencieuse passant entre elles. Finalement, celle de gauche, Chloé se souvint-il, parla. « Êtes-vous le propriétaire du restaurant ?» Antoine sourit gentiment. « J'étais... il y a longtemps. Maintenant, je ne suis qu'un vieil homme curieux. Puis-je m'asseoir avec vous ?» Après un autre regard échangé, Léa hocha timidement la tête. Antoine s'installa sur la marche du magasin, gémissant théâtralement. « Ah, ses genoux ne sont plus ce qu'ils étaient. Et vous 2, que faites-vous dehors toutes seules ?»« Nous avions faim, » répondit Chloé, sa voix presque un murmure. « La gentille dame nous a donné à manger, mais ensuite... » Elle s'interrompit, les yeux se remplissant de larmes. Léa continua. « Le méchant homme lui a crié dessus. C'était de notre faute. » Antoine sentit son cœur se serrer. « Non, ma chérie, ce n'était pas de votre faute. Parfois, les adultes font des bêtises. » Il marqua une pause, choisissant soigneusement ses prochains mots. « Vous habitez près d'ici ?» Les filles échangèrent un autre regard, débattant clairement de ce qu'elles pouvaient révéler. « Pas trop loin, » répondit finalement Chloé. « Mais papa n'est pas à la maison en ce moment. Il cherche du travail, » ajouta Léa. Antoine hocha la tête, compréhensif. « Et votre mère ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Léa baissa la tête, tandis que Chloé enroulait ses bras autour de sa sœur de manière protectrice. « Maman est allée au ciel, » dit Chloé doucement. « Il y a 2 ans. » Antoine ferma les yeux un instant, sentant le poids de la perte de ses enfants. Quand il les rouvrit, les filles le regardaient attentivement. « Je suis vraiment désolé d'entendre ça, » dit-il sincèrement. « Ça doit être dur pour vous et votre père. » Léa hocha la tête.
Papa travaille beaucoup. Parfois, on ne le voit pas pendant des jours. Mais tante Sophie s'occupe de nous, ajouta rapidement Chloé, comme si elle craignait de dire du mal de leur père. Antoine s'anima à cette information. Tante Sophie, elle habite avec vous? Non, répondit Léa. Elle est maîtresse. Elle vient nous voir quand elle peut. Antoine traita cette information, son esprit tournant déjà à plein régime. C'est la sœur de votre père ou de votre mère? De maman, dit Chloé. Elle lui ressemble beaucoup. Quelque chose dans cette phrase fit une pause chez Antoine. Il y avait quelque chose de familier dans les visages des filles, quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Il secoua la tête, mettant cette pensée de côté pour l'instant. « Eh bien, dit-il en se levant lentement, il se fait tard. Vous devriez rentrer chez vous. » Les jumelles se regardèrent de nouveau, hésitantes. « On ne veut pas déranger tante Sophie, » murmura Léa. « Elle fait déjà tellement pour nous. » Antoine sentit une vague de protection déferler en lui. Ses enfants, si jeunes, portant déjà le poids du monde sur leurs petites épaules. « Écoutez, » dit-il en s'accroupissant de nouveau pour les regarder dans les yeux. « Que diriez-vous de ça? J'ai une voiture juste là. Je peux vous ramener à la maison. Et demain, et si vous reveniez au restaurant? Je promets que personne ne vous criera dessus. En fait, je parie que vous y trouverez une belle surprise. » Les filles le regardèrent avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Comment savons-nous que nous pouvons vous faire confiance ?» demanda Chloé, sa voix étonnamment ferme. Antoine sourit, impressionné par l'audace de l'enfant. Lentement, il sortit son portefeuille et en retira une carte de visite en or. « Ceci a mon nom et mon numéro. Si quelque chose ne va pas, demandez à un adulte de m'appeler, jour ou nuit. » Léa prit la carte avec précaution, ses yeux s'écarquillant devant les lettres fantaisistes. « Vous êtes vraiment le propriétaire de tous les restaurants ?» demanda-t-elle avec admiration. Antoine fit un clin d'œil complice. « Ce sera notre petit secret, d'accord? Maintenant, si on vous ramenait à la maison ?» Quelques minutes plus tard, la Bentley glissait doucement dans les rues de la ville. Antoine observait les jumelles dans le rétroviseur, remarquant comment elles s'émerveillaient de l'intérieur luxueux. « Tournez à gauche, ici, s'il vous plaît, » indiqua timidement Chloé. Finalement, ils arrivèrent à un modeste immeuble d'appartements. Antoine sentit une boule dans sa gorge en voyant l'état délabré de l'endroit. « C'est ici, » annonça Léa. Avant qu'elle ne sorte, Antoine se tourna pour leur faire face. « N'oubliez pas, demain, au restaurant. Je promets que ce sera différent. » Les filles hochèrent la tête, un petit sourire se dessinant sur leurs lèvres. En les regardant entrer dans l'immeuble, Antoine sentit une détermination croissante. Il aiderait ses enfants, coûte que coûte. « Retour à l'hôtel, monsieur ?» demanda Claude. « Non, » répondit Antoine, ses yeux toujours fixés sur le bâtiment. « Au bureau. Nous avons du travail à faire. » Alors que la voiture s'éloignait, Antoine ne pouvait chasser l'image des jumelles de son esprit. Il y avait quelque chose en elles, une étincelle, une résilience qui lui rappelait quelqu'un. Mais qui? Secouant la tête, il se concentra sur la tâche à accomplir. D'abord, il s'assurerait que ses enfants aient de la nourriture sur leur table. Ensuite, il creuserait plus profondément leur situation. Et peut-être, dans le processus, découvrirait-il pourquoi il ressentait un lien si fort avec deux petites étrangères dans une ville qu'il avait laissée derrière lui il y a si longtemps. Le bureau d'Antoine était silencieux, à l'exception du doux bourdonnement de son ordinateur et du cliquetis occasionnel des glaçons dans son verre de whisky. La nuit avait avancé, mais le sommeil le fuyait. Ses yeux, fatigués mais déterminés, parcouraient de vieux dossiers et des registres de la ville. Chloé et Léa Dubois. Les noms des jumelles dansaient dans son esprit. Il y avait quelque chose en elles, quelque chose qui titillait un coin lointain de sa mémoire. Antoine se pencha en arrière dans son fauteuil, fermant les yeux. Immédiatement, il fut transporté 40 ans en arrière. Le bon goût n'était qu'un petit bistrot sentant le café frais et les rêves fraîchement sortis du four. Un Antoine de 30 ans essuyait le comptoir, son tablier encore impeccablement blanc. La clochette tinta. « Bienvenue au bon goût », dit-il automatiquement en levant les yeux. Son cœur s'arrêta un instant.
Là, éclairée par le soleil du matin, se tenait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Des cheveux bruns tombant en douces vagues, des yeux profonds qui semblaient contenir des univers entiers. « Bonjour, sourit-elle timidement. J'ai vu l'enseigne dans la vitrine. Vous embauchez ?» Antoine balbutia un instant. « Ou... oui. Je suis Antoine, le propriétaire. »« Élise, » répondit-elle en tendant la main. « Enchanté de vous rencontrer, Antoine. » Le son d'une notification sur son ordinateur ramena Antoine au présent. Clignant des yeux, il se reconcentra sur l'écran. Un email de son assistant. « Monsieur Bernard, j'ai trouvé des informations sur une Sophie Dubois. Elle est enseignante à l'école primaire Saint-Martin. Adresse et contact 6 juin. » Antoine sentit une vague d'anticipation. Sophie, la tante des filles. Peut-être pourrait-elle éclaircir les réponses qu'il cherchait. Sans une seconde de réflexion, il prit le téléphone. Le lendemain matin, Antoine se retrouva dans un petit café près de l'école de Sophie. Le Petit Zinc. Son cœur battait la chamade, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des décennies. La porte s'ouvrit et une femme d'environ 40 ans entra. Antoine sentit l'air quitter ses poumons. C'était comme voir un fantôme. Sophie aurait pu être la jumelle d'Élise, juste quelques décennies plus jeune. Les mêmes yeux profonds, le même sourire doux. « Monsieur Bernard ?» demanda-t-elle en s'approchant de sa table. Antoine se leva, tendant la main. « Oui. Merci d'être venu, mademoiselle Dubois. » Ils s'assirent, un silence inconfortable planant entre eux. « Alors, » commença Sophie, « vous vouliez parler de Chloé et Léa ?» Antoine hocha la tête, essayant de rassembler ses pensées. « Oui. Je les ai rencontrées hier à mon restaurant. » Sophie fronça les sourcils. « Elles ont mentionné quelque chose à propos d'un restaurant et d'une gentille dame, mais je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. » Antoine raconta brièvement l'incident, regardant l'inquiétude plisser le visage de Sophie. « Elles vont bien ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, oui, » l'assura Antoine. « Je suis plus préoccupé par leur situation générale. Elles ont mentionné que leur père était au chômage. » Sophie expira profondément. « Théo a du mal depuis que ma sœur est décédée. Il essaie, mais ce n'est pas facile. » Antoine sentit une douleur dans sa poitrine. « Je suis désolé pour votre perte. » Sophie sourit tristement. « Merci. Isabelle était spéciale, tout comme notre mère. » Quelque chose dans cette phrase fit se figer Antoine. « Votre mère ?» ?»« Oui, » répondit Sophie, une lueur nostalgique dans les yeux. « Élise. Elle nous a élevés seuls. C'était la femme la plus forte que j'ai jamais connue. » Le monde d'Antoine sembla s'arrêter. Élise. Le nom résonnait dans son esprit, apportant avec lui un flot de souvenirs. Les mains tremblantes, il attrapa son portefeuille. D'un compartiment caché, il sortit une vieille photo jaunie. Dessus, un jeune Antoine se tenait souriant à côté d'une belle femme aux cheveux bruns. « Est-ce que c'est... » hésita-t-il, montrant la photo à Sophie. « Est-ce que c'est votre mère ?» Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Elle prit la photo avec révérence, ses doigts traçant les contours du visage d'Élise. « Oui, » murmura-t-elle. « Mais comment? Pourquoi avez-vous une photo d'elle ?» Antoine sentit des décennies de secrets et de regrets s'abattre sur lui. « Élise, elle a travaillé pour moi, au tout début du Bon Goût. Elle était tout. » Sophie regarda Antoine, une lente prise de conscience se dessinant dans ses yeux. « Vous êtes lui, l'homme dont ma mère parlait. » Antoine déglutit difficilement. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'il y avait un homme, une fois. Quelqu'un qu'elle aimait profondément, mais les circonstances les ont séparés. Sophie marqua une pause, ses yeux se rétrécissant. Elle a quitté la ville, enceinte d'Isabelle. Le monde autour d'Antoine sembla s'estomper. Isabelle, la mère des jumelles. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la révélation le frappant comme un coup de foudre. « Les filles, ce sont vos petites filles, » compléta Sophie, sa voix un mélange de choc et d'émerveillement. Antoine s'effondra dans son fauteuil, sentant le poids de cette révélation. Des souvenirs longtemps enfouis refirent surface. Le sourire d'Élise, ses projets d'avenir,
la terrible dispute qui les a séparés. Et maintenant, des décennies plus tard, le destin l'avait ramené, le connectant à une famille dont il ignorait l'existence. « Sophie, dit-il, sa voix épaisse d'émotion, je dois réparer ça. Pour Élise, pour Isabelle, pour les filles. » Sophie l'étudia un long moment, comme pour évaluer sa sincérité. Finalement, elle hocha la tête. « Nous avons beaucoup de choses à discuter, monsieur Bernard, dit-elle doucement, et de nombreuses décisions à prendre. » Antoine acquiesça, ressentant un mélange de peur et d'espoir. Le passé, qu'il pensait avoir laissé derrière lui, avait refait surface, lui offrant une chance de rédemption. Tandis que lui et Sophie commençaient à démêler des décennies de secrets et de malentendus, Antoine savait une chose avec certitude. Sa vie, et celle de Chloé et Léa, ne seraient plus jamais les mêmes. Le café refroidit, oublié sur la table entre Antoine et Sophie. Le bourdonnement de fond du café semblait lointain, comme si les deux étaient enfermés dans une bulle de temps gelé. « Racontez-moi son histoire, » demanda Antoine, sa voix presque un murmure. « À propos d'Élise, après son départ. » Sophie prit une profonde inspiration, ses yeux toujours fixés sur la vieille photographie. Maman était forte, incroyablement forte. Elle est arrivée dans notre petite ville, enceinte et seule, mais avec une détermination féroce dans les yeux. Antoine sentit une pointe de culpabilité. « Elle n'a jamais mentionné le père ?»« Pas directement, » répondit Sophie, croisant le regard d'Antoine. « Mais parfois, tard le soir, je la surprenais à regarder une vieille boîte de souvenirs. Il y avait de la tristesse dans ses yeux, mais aussi de l'amour. » Antoine ferma les yeux, les souvenirs affluant. Le bon goût était en pleine expansion. Antoine, excité par son succès, parlait avec animation de croissance. Pensy, Élise. Une chaîne de bistrots dans tout le pays. Élise sourit, mais il y avait de l'inquiétude dans ses yeux. « Antoine, et notre communauté ici? Les gens qui dépendent de nous? »« Ils comprendront, » argumenta Antoine. « Nous créons des opportunités. »« À quel prix ?» demanda doucement Élise. « Nous perdons notre essence, Antoine, la chose même qui nous a rendus spéciaux. » La discussion s'envenima, des mots durs furent échangés, et le lendemain matin, Élise était partie. « Monsieur Bernard ?» La voix de Sophie le ramena au présent. « Ça va ?» Antoine cligna des yeux, réalisant que des larmes s'étaient formées. « Pardonnez-moi, » murmura-t-il en les essuyant discrètement. « S'il vous plaît, continuez. » Isabelle était la lumière de la vie de maman, termina Sophie, un sourire triste aux lèvres. Isabelle a grandi en entendant des histoires d'un endroit magique, appelé le Bon Goût, où tout le monde était le bienvenu et personne ne partait le ventre vide. Antoine sentit son cœur se serrer. Alors, Élise se souvenait. C'était un rêve perdu pour elle. Isabelle était curieuse, continua Sophie, posant toujours des questions sur son père, sur le passé de maman. Mais Élise, elle gardait ses secrets près de son cœur. Et puis, Isabelle a rencontré Théo ? Demanda doucement Antoine. Sophie hocha la tête. Oui, ce fut un coup de foudre. Ils se sont mariés jeunes, et bientôt les jumelles sont arrivées, Chloé et Léa. Elle marqua une pause, la voix tremblante. Maman était si heureuse, mais aussi inquiète, comme si elle savait qu'elle ne serait pas là pour voir les filles grandir. Antoine fronça les sourcils. Qu'est-il arrivé à Élise ? Un cancer, chuchota Sophie. Ce fut rapide. Isabelle était enceinte de 6 mois des jumelles quand maman a reçu le diagnostic. Elle est décédée avant que les filles n'aient 1 an. Le silence qui suivit était lourd de chagrin et d'occasions manquées. « Et Isabelle ?» demanda finalement Antoine, redoutant la réponse. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. « Un accident de voiture. Il y a 2 ans. Théo conduisait. Il a survécu, mais la culpabilité le ronge. Antoine sentit le monde tourner. Tant de pertes, tant de vies affectées par une chaîne d'événements qui, d'une certaine manière, remontaient à cette dispute fatidique 35 ans plus tôt. « Les jumelles, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Ce sont vos arrière-petites-filles, » confirma Sophie, observant attentivement Antoine.
Le poids de cette révélation frappa Antoine comme une tonne de briques. Arrière-petite-fille. Il avait toujours supposé que sa lignée s'arrêtait avec lui. Mais soudain, il était lié à 2 petites filles qui portaient non seulement son sang, mais aussi celui d'Élise. « Mon Dieu !» murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux argentés. « Toutes ces années, tout ce temps perdu. » Sophie posa une main douce sur le bras d'Antoine. « Monsieur Bernard, personne n'aurait pu prédire cela. Le destin a des voies étranges. » Antoine hocha lentement la tête, essayant de tout assimiler. Puis, une nouvelle résolution éclaira ses yeux. « Sophie, dit-il en se redressant sur sa chaise, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Des erreurs qui ont coûté à Élise, à Isabelle, et maintenant à Chloé et Léa. Je ne peux pas changer le passé, mais... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je dois faire quelque chose. Je dois aider. » Sophie l'étudia un long moment. « Qu'avez-vous exactement en tête, monsieur Bernard ?»« D'abord, commença-t-il, formant déjà des plans dans son esprit, nous devons nous assurer que Théo et les filles ont une stabilité. Un travail pour lui, un soutien pour les enfants. Et puis, il hésita, ne sachant pas comment ses prochains mots seraient reçus. J'aimerais apprendre à les connaître. Vraiment les connaître. Faire partie de leur vie, s'ils me le permettent. » Sophie prit une profonde inspiration, réfléchissant. « Monsieur Bernard, j'apprécie votre offre et vos intentions. Mais comprenez que cette famille a beaucoup souffert. Les filles se souviennent à peine de leur mère. Et Théo, il lutte. Nous devons y aller doucement. » Antoine hocha la tête, reconnaissant sa prudence. « Bien sûr, nous ferons les choses à votre rythme. Mais s'il vous plaît, laissez-moi aider. C'est le moins que je puisse faire. Pour Élise, pour sa mémoire. » Un petit sourire se forma sur les lèvres de Sophie. « Vous savez, maman disait toujours que le vrai cœur du bon goût n'était pas la nourriture, mais l'amour et la compassion derrière. C'est peut-être cet héritage que nous pouvons honorer, ensemble. » Antoine sentit une vague d'émotion. « Merci, Sophie, de m'avoir donné cette chance. » Alors qu'ils commençaient à discuter des prochaines étapes, Antoine ne pouvait s'empêcher de penser à Élise. Quelque part, il espérait, elle souriait, sachant que sa famille se réunissait enfin. Et bien que la route à venir soit incertaine et sûrement remplie de défis, Antoine était déterminé à arranger les choses. Cette fois, pour Élise, pour Isabelle, et surtout pour Chloé et Léa. Le soleil de fin d'après-midi jetait de longues ombres sur le cimetière du Père-Lachaise, alors qu'Antoine marchait lentement parmi les pierres tombales. Son cœur s'alourdissait à chaque pas, accablé par des décennies de regrets et de souvenirs inassouvis. Enfin, il s'arrêta devant une simple stèle de granit. Élise Dubois, 1955-2019. Mère et grand-mère, bien-aimée. L'amour est la véritable mesure d'une vie. Antoine sentit ses jambes fléchir. Lentement, il s'agenouilla sur l'herbe douce, ses doigts traçant les lettres gravées dans la pierre froide. « Oh, Élise, murmura-t-il, la voix brisée. Comment en sommes-nous arrivés là ?» Fermant les yeux, Antoine laissa les souvenirs l'envahir. Le bon goût n'était qu'un rêve griffonné sur des serviettes en papier et discuté lors de nuits blanches. Antoine, débordant d'ambition et d'idéaux, pouvait à peine contenir son excitation. « Pensez, Élise !» s'exclamait-il, les bras agités dans leur petit appartement. Un endroit où tout le monde est le bienvenu, où un repas n'est pas seulement de la nourriture, mais un acte de communion. Élise souriait, ses yeux brillant de la même passion. « C'est magnifique, Antoine. Mais comment allons-nous y arriver ?» Antoine lui prit les mains. « Ensemble. Toi et moi, nous pouvons changer le monde, une assiette à la fois. Jour de l'ouverture. » Le petit bistrot scintillait, chaque surface polie pour refléter les espoirs et les rêves de ses fondateurs. Portant un tablier flambant neuf, Élise posa une tarte aux pommes fraîchement cuites sur le comptoir. « Pour la bonne chance ?» dit-elle avec un sourire. Antoine la serra fort dans ses bras. « Nous n'avons pas besoin de chance, nous nous avons l'un l'autre. » La clochette au-dessus de la porte tinta, annonçant leur premier client. « Bienvenue au bon goût !» dirent-ils à l'unisson, leur visage rayonnant de fierté et d'attente.
le succès vint rapidement. Le bon goût devint le cœur battant de la communauté. Antoine et Élise travaillaient côte à côte, transformant les clients en famille. Un soir, après la fermeture, Antoine trouva Élise assise à une table, examinant les comptes. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, remarquant son expression inquiète. Élise soupira. « Antoine, nous grandissons si vite. J'ai peur que nous perdions ce qui rend cet endroit spécial. » Il s'assit à côté d'elle, lui prenant la main. « Jamais. Ce que nous avons ici est magique, Élise. Imagine si nous pouvions partager ça avec plus de gens. » Élise sourit, mais il y avait une pointe de doute dans ses yeux. « Peut-être, mais promets-moi que nous n'oublierons jamais pourquoi nous avons commencé. »« Je te le promets, » dit Antoine, scellant le vœu d'un baiser. La dispute fatidique. Antoine, enivré par le succès et les possibilités, parlait de franchise et d'expansion nationale. « Nous pourrions avoir un bon goût dans chaque ville », s'exclama-t-il, ses yeux brillants d'ambition. Élise, cependant, était hésitante. « Antoine, et les gens d'ici, notre communauté ? Ils comprendront, argumenta-t-il. Nous créons des opportunités. » « Mais à quel prix ?» rétorqua Élise, sa voix tremblante d'émotion. « Nous perdons notre âme, Antoine, la chose même qui nous rend uniques. » Les mots devinrent vifs, des accusations furent lancées. « Tu as changé, Élise, » dit-il, des larmes dans les yeux. « Tu n'es pas la femme dont je suis tombé amoureux. »« Et toi, tu me retiens » cria Antoine, des mots qu'il regretterait pour le reste de sa vie. Le lendemain matin, Élise était partie. Pas de mots, pas d'explication. Juste partie. Antoine ouvrit les yeux, revenant au présent. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues ridées. « J'étais un idiot, Élise, » murmura-t-il à la pierre tombale. « Tu avais raison. Je me suis perdu. J'ai oublié ce qui comptait vraiment. » Il sortit la vieille photographie, la même qu'il avait montrée à Sophie. Dessus, un jeune Antoine et une jeune Élise rayonnaient d'espoir et d'amour devant le bon goût, fraîchement ouvert. « Je t'ai cherché, tu sais, » continua-t-il, la voix tremblante. « Mais tu as disparu sans laisser de traces. Et moi, je me suis enterré dans le travail, essayant de combler le vide que tu avais laissé. » Antoine traça le visage d'Élise sur la photo. « Si j'avais su que tu étais enceinte. Oh, Élise, j'aurais remué ciel et terre pour te retrouver. » Une douce brise fit bruire les feuilles des arbres voisins, et un instant, Antoine crut presque entendre le rire d'Élise dans l'air. « J'ai bâti un empire, » réfléchit-il amèrement, « mais j'ai perdu ce qui comptait vraiment, la famille, l'amour, la véritable essence de ce dont nous rêvions ensemble. » Lentement, Antoine se leva, ses genoux protestants. Il jeta un dernier regard à la pierre tombale, une nouvelle détermination grandissant en lui. « Je ne peux pas changer le passé, mon amour, » dit-il doucement. « Mais je te promets, ici et maintenant, que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour prendre soin de notre famille. Chloé, Léa, Théo, ils auront tout le soutien et l'amour que je peux offrir. » Il inspira profondément, sentant comme si un poids se levait de ses épaules. « Et le bon goût, je le ramènerai à ses racines, à nos valeurs originelles. Ce sera à nouveau un lieu de communauté, de compassion et d'amour. Ton héritage perdurera, Élise. Je te le promets. » Soigneusement, Antoine déposa un petit bouquet de marguerites, les préférées d'Élise, à la base de la pierre tombale. À côté, il laissa la vieille photographie. « Jusqu'à ce que nous nous revoyions, mon amour, » murmura-t-il en touchant la pierre une dernière fois. En s'éloignant, Antoine ressentit un mélange de tristesse et de résolution. Le passé ne pouvait être changé, mais l'avenir était encore à écrire, et il ferait tout son possible pour honorer la mémoire d'Élise et réparer les erreurs du passé. D'un pas ferme, il quitta le cimetière, son esprit formant déjà des plans. Il y avait tant à faire. Aider Théo à trouver un travail, assurer un avenir brillant pour les jumelles, revitaliser le bon goût. Le soleil plongea sous l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Antoine ne put s'empêcher d'esquisser un petit sourire doux. C'était comme si Élise envoyait un signe, approuvant ses plans et offrant son pardon silencieux.
Merci, Élise, murmura-t-il au ciel crépusculaire. Pour tout. Et sur ce, Antoine Bernard entreprit le voyage le plus important de sa vie, racheter le passé et construire un avenir digne de l'amour que lui et Élise avaient partagé. L'ascenseur gémit en signe de protestation alors qu'il montait lentement jusqu'au 5e étage. Antoine ajusta le col de sa chemise, se sentant déplacé dans son costume coûteux dans un bâtiment si délabré. L'odeur de moisissure et de nourriture réchauffée flottait dans l'air. En entrant dans le couloir faiblement éclairé, Antoine hésita. Le numéro 507 était visible sur la porte en face, sa peinture écaillée révélant des couches antérieures. Prenant une profonde inspiration, il frappa. Des bruits de pas traînants résonnèrent de l'autre côté, suivis de chuchotements enfantins excités. La porte s'ouvrit, révélant Théo Dubois. L'homme semblait avoir vieilli de 10 ans depuis la dernière photo qu'Antoine avait vue. De profondes ombres sous les yeux, les épaules voûtées, comme s'il portait un poids invisible. « Monsieur Dubois » demanda doucement Antoine. « Je suis Antoine Bernard. Puis-je entrer » Théo fronça les sourcils, la confusion évidente sur son visage fatigué. « Bernard, le type qui possède ce bistrot ?» Avant qu'Antoine ne puisse répondre, 2 petites têtes apparurent derrière les jambes de Théo. « C'est l'homme avec la belle voiture !» s'exclama Chloé, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. Léa, plus timide, fit juste un petit signe de la main. Théo jeta un coup d'œil à ses filles, puis de nouveau à Antoine, la méfiance grandissant dans son regard. « Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Qu'est-ce que vous voulez ?» Antoine sentit le poids de décennies de secrets et de malentendus entre eux. « Monsieur Dubois, je sais que cette visite est inattendue, mais j'ai des informations importantes concernant votre belle-mère, Élise. » Le nom sembla résonner dans le couloir étroit. Un instant, Théo resta figé. Puis, à contre-cœur, il ouvrit plus grand la porte. « Entrez » marmonna-t-il. L'intérieur de l'appartement était encore plus révélateur que l'extérieur. Une seule pièce servait de salon, de cuisine et de salle à manger. Un canapé usé occupait un mur, servant clairement de lit. Des jouets étaient soigneusement empilés dans un coin, la plupart semblant bien utilisés. Les jumelles se précipitèrent sur le canapé, observant les adultes avec des yeux curieux. Théo désigna une chaise de cuisine cabossée. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Antoine obtempéra, remarquant que Théo restait debout, comme s'il avait besoin de l'avantage de la hauteur. « Alors, » commença Théo, les bras croisés, « pourquoi un millionnaire comme vous se soucie-t-il d'Élise » Antoine prit une profonde inspiration. « Monsieur Dubois ?»« Théo, ce que je vais vous dire peut être difficile à croire, mais je vous demande de m'écouter jusqu'au bout. » Au cours des minutes suivantes, Antoine raconta son histoire avec Élise, les débuts du bon goût, leur relation, la dispute qui les a séparés. Théo écouta en silence, son expression passant du choc à la colère et à l'incrédulité. « Vous êtes en train de me dire, dit finalement Théo, la voix tremblante, que vous êtes le père d'Isabelle, le grand-père de mes filles ?» Antoine hocha la tête solennellement. « Je ne le savais pas. Pas avant quelques jours. Si j'avais su... » « Si vous aviez su quoi ?» le coupa Théo, la voix s'élevant. « Vous seriez venu, vous auriez aidé. Quand Isabelle était mourante, quand j'ai perdu mon travail, quand vos petites filles mouraient de faim. » Les jumelles se recroquevillèrent sur le canapé, effrayées par le ton de leur père. Antoine se leva lentement, les mains levées en un geste de paix. « Théo, vous avez tout à fait le droit d'être en colère contre moi. J'ai fait de terribles erreurs. Des erreurs qui vous ont coûté cher, à vous et à votre famille. Je ne peux pas changer le passé, mais je suis là maintenant. Je veux aider. » Théo laissa échapper un rire amer. « Aider ? Et comment comptez-vous faire ça exactement ?»« Pour commencer, dit calmement Antoine, je peux vous offrir un emploi au bon goût, un poste de direction avec un salaire et des avantages qui vous permettront, à vous et aux filles, une vie confortable. » Un instant, Théo parut tenté, la promesse de sécurité financière claire dans ses yeux. Mais son visage se durcit de nouveau. « Je n'ai pas besoin de votre charité. »« Ce n'est pas de la charité, » insista Antoine. « C'est une opportunité, une chance pour un nouveau départ,
pour donner à vos filles l'avenir qu'elles méritent. » À ce moment-là, Chloé sauta du canapé. « Papa, s'il te plaît, on pourrait avoir notre propre chambre, avec de vrais lits ?» Léa rejoignit sa sœur, les yeux suppliants. « Et tu n'aurais pas à travailler autant d'heures. On pourrait dîner ensemble tous les soirs. » Théo regarda ses filles, partagées. Antoine vit sa chance. « Théo, dit-il doucement, je sais que je ne mérite pas votre confiance, mais pensez aux filles. Elles méritent une chance. Et vous aussi. » Un long moment, le silence régna dans le petit appartement. Puis, lentement, les épaules de Théo s'affaissèrent. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » marmonna-t-il. Antoine hocha la tête, compréhensif. « Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il posa une carte de visite sur la table. « Mon numéro personnel est là. Quand vous serez prêt, appelez-moi. Jour ou nuit. » Alors qu'il se préparait à partir, Antoine sentit une traction sur sa manche. C'était Léa. « Monsieur, dit-elle timidement, vous avez vraiment connu notre mamie ?» Antoine s'agenouilla, croisant le regard de la fillette. « Oui, ma chérie. Ta mamie était la personne la plus incroyable que j'ai jamais connue. » Chloé rejoignit sa sœur. « Tu nous raconteras son histoire ?» Papa ne dit pas grand-chose. Antoine jeta un coup d'œil à Théo qui, après un instant d'hésitation, fit un léger signe de tête. « Que diriez-vous de ça ?» proposa Antoine avec un sourire aimable. « La prochaine fois que nous nous verrons, j'apporterai de vieilles photos, et je vous raconterai tout sur votre mamie. D'accord ?» Les jumelles hochèrent la tête avec enthousiasme, leur visage s'illuminant à cette idée. En se levant, Antoine remarqua un changement subtil dans la posture de Théo. Le jeune homme était toujours méfiant, mais il y avait une lueur d'espoir. « Monsieur Bernard, » dit Théo en le raccompagnant à la porte, « je ne peux rien promettre, mais... » « Merci d'être venu. » Antoine sourit doucement. « Merci de m'avoir écouté, Théo. Et s'il vous plaît, souvenez-vous, vous n'êtes plus seul. Plus maintenant. » Alors que l'ascenseur descendait, Antoine ressentit un tourbillon d'émotions. Tristesse pour le temps perdu, culpabilité pour les erreurs passées, mais aussi une lueur d'espoir. C'était un début, aussi petit soit-il. En sortant de l'immeuble, il leva les yeux vers la fenêtre du 5e étage. Un bref instant, il vit 2 petits visages pressés contre la vitre, agitant timidement la main. Antoine leur fit un signe en retour, un sourire sincère se répandant sur son visage. La route à venir serait longue et difficile, mais pour la première fois depuis des décennies, il sentait qu'il allait dans la bonne direction. D'un pas déterminé, il se dirigea vers sa voiture, son esprit traçant déjà les prochaines étapes. Il y avait tant à faire, tant de torts à réparer. Mais avec Élise comme étoile directrice et l'avenir de Chloé et Léa comme motivation, Antoine savait qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour arranger les choses. Le voyage vers la rédemption ne faisait que commencer. La salle de conférence au 30e étage du siège social du Bon Goût était tendue. Assis à la tête d'une longue table en acajou, Antoine Bernard étudiait les visages des cadres autour de lui. Certains semblaient curieux, d'autres anxieux, et quelques-uns, comme Robert Dubois, indubitablement sceptique. « Mesdames et messieurs, » commença Antoine, sa voix stable malgré ses 70 ans, « j'ai convoqué cette réunion pour discuter d'un changement significatif dans la direction de notre entreprise. » Il marqua une pause, laissant ses mots en suspens dans l'air un instant avant de continuer. « Ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de revisiter nos racines. Le premier bistrot, le Bon Goût, le cœur de tout ce que nous avons bâti. Et ce que j'ai vu, eh bien, ce n'était pas l'héritage que j'avais l'intention de laisser. » Robert Dubois se tortilla mal à l'aise sur son siège. « Monsieur Bernard, si c'est à propos de l'incident avec cet employé. » Antoine leva une main pour le faire taire. « C'est bien plus qu'un simple incident, Robert. Il s'agit de qui nous sommes en tant qu'entreprise et en tant que communauté. » Il appuya sur un bouton et une présentation commença sur l'écran derrière lui. Des images du Bon Goût original, des photos de clients souriants et d'employés heureux à travers les décennies. « Quand j'ai démarré cette entreprise, » continua Antoine, l'émotion colorant sa voix, il ne s'agissait pas seulement de vendre des hamburgers et des milkshakes. Il s'agissait de créer un foyer loin de chez soi pour notre communauté.
Un endroit où tout le monde était le bienvenu, où personne n'avait faim. Il regarda autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque cadre. Quelque part en cours de route, nous avons perdu cette vision. Nous sommes devenus juste une autre grande entreprise, privilégiant le profit au détriment des gens. Robert Dubois s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Bernard, ces profits ont bâti un empire. Nous avons des actionnaires à satisfaire, des objectifs à atteindre. Antoine hocha la tête. Je comprends votre préoccupation, Robert. Mais si je vous disais que nous pouvons faire les deux, être financièrement prospère et socialement responsable? Il appuya sur un autre bouton, révélant de nouvelles images, des graphiques, des projections financières, des plans détaillés. Je propose un nouveau programme, les opportunités en or. Nous embaucherons des chômeurs locaux, fournirons une formation et un développement de carrière. Nous transformerons nos bistrots en centres communautaires, offrant des programmes de soutien scolaire pour les enfants, des cours d'alphabétisation pour les adultes, et plus encore. La salle éclata en murmures. Certains cadres semblaient intrigués, d'autres clairement peu convaincus. Monsieur Bernard, prit la parole une directrice marketing, Madame Lefebvre. Cela semble inspirant, mais comment pouvons-nous nous assurer que cela ne nuira pas à nos résultats? Antoine sourit. Excellente question, Madame Lefebvre. En fait, des études montrent que les entreprises ayant une forte responsabilité sociale ont une meilleure rétention des employés, une plus grande fidélité des clients et, à long terme, une performance financière plus solide. Pendant les 20 minutes suivantes, il exposa le plan en détail, répondant aux questions et abordant les préoccupations. Progressivement, il vit la résistance sur de nombreux visages commencer à s'adoucir. Tous, sauf Robert Dubois. « C'est de la folie !» éclata-t-il finalement. « Nous jetons des décennies de stratégies éprouvées à cause de quoi? D'une soudaine crise de conscience ?» La salle se tut. Antoine regarda calmement Robert Dubois. « Non, Robert, nous retournons à nos racines. Et quant à vous, il est peut-être temps de reconsidérer si vos valeurs sont en accord avec celles de l'entreprise. » Robert Dubois pâlit, saisissant l'implication. Antoine se retourna vers le groupe. « Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord tout de suite. Mais je vous demande de donner une chance à cette vision. Commençons par un programme pilote au bistrot d'origine. S'il réussit, nous l'étendrons progressivement. » Après plus de discussions et un vote serré, le plan fut approuvé. Antoine sentit une vague de soulagement et de détermination. La semaine suivante, Antoine était de retour au bistrot d'origine. L'endroit bourdonnait d'activité. Des peintres rafraîchissaient les murs, des électriciens installaient de nouveaux éclairages et une équipe de designers réaménageait l'espace pour inclure un espace communautaire. Au milieu de tout cela se trouvait Amélie, dirigeant les opérations avec efficacité et enthousiasme. « Amélie !» appela Antoine, la faisant se retourner avec un grand sourire. « Monsieur Bernard, ravi de vous voir, nous faisons de grands progrès ici. » Antoine regarda autour de lui, clairement impressionné. « Je vois ça. Comment réagit la communauté ?» Amélie le conduisit à un panneau d'affichage nouvellement installé. Il était couvert de notes colorées et de dessins. « Voyez par vous-même, » dit-elle en montrant les messages. « J'ai hâte pour les cours de cuisine. Enfin, un endroit sûr pour mes enfants après l'école. Merci de ramener l'espoir dans notre quartier. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. « C'est incroyable, Amélie. Vous avez fait tout ça en une semaine ?» Amélie rougit légèrement. « Eh bien, j'ai eu beaucoup d'aide. La communauté s'est vraiment mobilisée quand ils ont entendu parler des plans. Oh, et il y a autre chose que je pense que vous voudrez voir. » Elle le conduisit à l'arrière du bistrot, où une petite foule s'était rassemblée. Au centre, à la surprise d'Antoine, se trouvaient Théo et les jumelles. Théo, portant un uniforme du bon goût, montrait comment utiliser de nouveaux équipements de cuisine. Chloé et Léa, dans de petits tabliers, le regardaient avec une admiration aux yeux écarquillés. « Théo a accepté le poste, » expliqua doucement Amélie. « Il dirige notre nouveau programme de formation pour les jeunes et les chômeurs. » Antoine contempla la scène, ressentant une vague de fierté et d'émotion. Théo leva les yeux,
remarquant sa présence, et fit un petit signe de tête en guise de reconnaissance. Les jumelles, en voyant Antoine, coururent vers lui. « Papy !» crièrent-elles à l'unisson, en roulant leurs bras autour de ses jambes. Antoine se figea un instant, surpris par la démonstration d'affection. Puis, lentement, il s'agenouilla pour les serrer dans ses bras correctement. « Bonjour, mes chéris, » dit-il doucement. « Vous aimez le nouveau bistrot ?» Chloé hocha la tête avec enthousiasme. « C'est génial. Papa dit qu'on peut venir ici après l'école pour faire nos devoirs. »« Et jouer, » ajouta Léa, et il sourit beaucoup plus maintenant. Il n'est plus toujours triste. Antoine sentit son cœur se remplir. Regardant par-dessus les têtes des filles, il vit Théo qui les observait. Le jeune homme offrit un léger sourire et un signe de tête, comme pour dire « Merci ». Amélie, qui avait observé tranquillement, toucha l'épaule d'Antoine. « Monsieur Bernard, je pense que nous avons quelque chose de spécial qui se passe ici. » Antoine se leva, les yeux brillants de larmes non versées. « Oui, Amélie, je le crois. » Alors qu'il retournait vers l'avant, Antoine remarqua des gens rassemblés devant la vitrine, pointant, souriant, discutant avec enthousiasme. « On dirait que la nouvelle s'est vite répandue, » commenta Amélie. Antoine hocha la tête, un large sourire se répandant sur son visage. « Vous savez, Amélie, quand j'ai démarré cette entreprise il y a tant d'années, je rêvais de créer plus qu'un simple bistrot, un endroit qui serait le cœur de la communauté. » Il marqua une pause, contemplant les murs fraîchement peints, l'agitation, les visages souriants. « Je pense que nous sommes enfin sur la bonne voie. » Amélie sourit, posant une main réconfortante sur son bras. « Mieux vaut tard que jamais, monsieur Bernard. » Antoine gloussa doucement. « Oui, ma chère, mieux vaut tard que jamais. » Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres du bistrot, Antoine ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Le bon goût retournait à ses racines, et ce faisant, il redécouvrait le but et la joie qui l'avaient animé si longtemps. La route à venir serait encore difficile, mais avec Amélie, Théo, les jumelles et toute la communauté à ses côtés, Antoine savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Le vrai bon goût, un phare d'espoir, de communauté et de compassion, renaissait. Et cette fois, il ferait les choses correctement. Le soleil avait à peine touché l'horizon lorsque Théo arriva au bon goût. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il ajustait le col de son nouvel uniforme. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte du bistrot. L'odeur de café fraîchement moulu et de pain chaud l'accueillit, ainsi que le sourire accueillant d'Amélie. « Bonjour Théo, prêt pour ton premier jour ?» Il hocha la tête, essayant de masquer sa nervosité. « Je crois. Les filles ont à peine dormi, tellement elles étaient excitées. » Amélie rit, le conduisant dans la cuisine. Elles ne sont pas les seules à être excitées. « Viens, laisse-moi te présenter à l'équipe. » Tandis qu'Amélie faisait le tour des présentations, Théo remarqua des regards curieux et des chuchotements. Clairement, son histoire, ou une partie, s'était déjà répandue. Jean-Pierre, le chef cuisinier, lui offrit une poignée de main chaleureuse. « Bienvenue à bord, Théo. J'entends dire que tu as de l'expérience en cuisine. »« Un peu, » admit Théo. « J'ai travaillé dans quelques restaurants avant que tout n'arrive. » Jean-Pierre hocha la tête avec sympathie. « Eh bien, nous sommes heureux de t'avoir. Commençons par les bases et on montera en puissance, d'accord ?» Tout au long de la matinée, Théo travailla dur pour apprendre les routines et les procédures. Ses mains, autrefois habiles à retourner les poêles et à hacher les ingrédients, semblaient maladroites après des années loin des fourneaux. Plus d'une fois, il se retrouva à rougir pour de simples erreurs. Pendant le coup de feu du déjeuner, Théo entendit deux jeunes employés chuchoter près de l'évier. « C'est lui, non ? Le gars que M. Bernard a embauché par pitié. J'ai entendu dire qu'il était pratiquement sans abri. Tu imagines ce que les clients vont penser ?» Théo sentit son estomac se nouer. C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'il n'avait pas sa place ici. Mais alors, comme si elle sentait son malaise, Amélie apparut à ses côtés. « Eh, comment ça va ?» demanda-t-elle tranquillement. Théo haussa les épaules. « Je pense que je ralentis tout le monde. » Amélie offrit un sourire encourageant. « C'est ton premier jour, Théo.
Personne ne s'attend à la perfection. L'important, c'est que tu sois là, à essayer. C'est plus que ce que la plupart feraient dans ta situation. » Ces mots semblèrent alléger une partie du poids sur ses épaules. Avec un signe de tête reconnaissant, Théo retourna au travail, déterminé à faire ses preuves. Pendant ce temps, au siège social, Antoine faisait face à ses propres défis. Une pile de rapports et d'emails alarmés s'entassait sur son bureau. « Monsieur Bernard », dit son assistant en entrant avec un autre dossier. « Le service financier demande une réunion urgente. Ils sont inquiets des coûts du programme « Les opportunités en or ». Antoine soupira, se massant les tempes. « Planifiez-la pour demain, s'il vous plaît. Et pourriez-vous faire venir Robert Dubois? Nous devons avoir une discussion. » Quelques instants plus tard, Robert Dubois entra, la posture tendue. « Monsieur, vous vouliez me voir ?» Antoine lui fit signe de s'asseoir. « Robert, j'ai reçu des rapports indiquant que vous avez été moins que coopératif avec nos nouvelles initiatives. » Robert Dubois se tortilla mal à l'aise. « Monsieur Bernard, avec tout le respect que je vous dois, ces changements sont risqués. Nous jetons des années de stratégies éprouvées pour ce qui équivaut à un projet de charité. » Antoine l'étudia un instant. « Robert, vous souvenez-vous pourquoi vous vous êtes lancé dans ce métier ?» La question sembla prendre Robert Dubois au dépourvu. « Eh bien, pour le succès, bien sûr, pour construire quelque chose de significatif. » « Et qu'y a-t-il de plus significatif que de changer des vies ?» demanda doucement Antoine. « Que de donner de l'espoir à une communauté ?» Robert Dubois se tut, menant clairement une bataille interne. Antoine continua. « Je ne vous demande pas d'être d'accord avec tout du jour au lendemain, mais je vous demande de lui donner une chance. Allez au bistrot, voyez par vous-même ce que nous construisons. » Après une longue pause, Robert Dubois hocha lentement la tête. « J'essaierai, monsieur. » De retour au bistrot, la journée touchait à sa fin. Théo, épuisé mais satisfait, essuyait le comptoir quand des voix familières parvinrent à ses oreilles. « Papa ?» Chloé et Léa bondirent à l'intérieur, les visages rayonnants d'excitation. Derrière elles, Sophie entra avec un sourire fatigué. « Salut mes princesses !» dit Théo en s'accroupissant pour les serrer dans ses bras. « Comment s'est passée l'école ?»« Super !» répondit Chloé. « Ma maîtresse a dit que ma lecture s'est beaucoup améliorée, et je me suis fait un nouvel ami aujourd'hui, » ajouta Léa. « Il va venir ici demain pour le programme de soutien scolaire. » Théo sentit son cœur se gonfler de fierté et de gratitude. En quelques semaines seulement, le changement chez ses filles était palpable. Elles étaient plus heureuses, plus confiantes. Amélie les rejoignit, souriant à la scène. « Et les filles, que diriez-vous d'un milkshake spécial pour fêter le premier jour officiel de votre papa ?» Tandis que les jumelles applaudissaient, Sophie tira Théo à part. « Comment c'était ?» demanda-t-elle doucement. Théo hésita. « Dur, admit-il. Mais bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. » Sophie sourit, lui serrant le bras de manière rassurante. « Je suis fière de toi, Théo. Je sais que ce n'était pas facile d'accepter de l'aide, mais regarde tout ce qui a changé. » Il hocha la tête, regardant ses filles rire avec Amélie. « Ouais, je crois qu'on a fait le bon choix. » Au fil des semaines, les petites victoires commencèrent à s'accumuler. Le programme de soutien scolaire du Bon Goût gagna rapidement en popularité, avec des dizaines d'enfants venant chaque jour pour de l'aide aux devoirs et des activités. Surmontant sa nervosité initiale, Théo devint un mentor pour d'autres stagiaires. Son histoire de lutte personnelle en inspira beaucoup qui, comme lui, cherchaient une seconde chance. Amélie, de son côté, s'épanouit dans son rôle de direction. Sa compassion et son dévouement étaient contagieux, inspirant toute l'équipe à adopter la nouvelle vision du bon goût. Un jour, lors de la visite hebdomadaire d'Antoine, il remarqua un nouvel ajout sur le mur du bistrot, un affichage de photos. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il à Amélie. Elle sourit, le guidant plus près. « C'est notre mur des transformations. Chaque photo raconte l'histoire de quelqu'un dont la vie a été touchée par les opportunités en or. » Antoine examina les photos, reconnaissant des visages qu'il avait vus dans la rue, souriant maintenant dans des uniformes du bon goût. Des familles réunies autour d'un repas, des enfants brandissant fièrement leurs bulletins scolaires.
Au centre de l'affichage, une photo en particulier attira son attention. Théo, Chloé et Léa, tous rayonnants, avec le bistrot en arrière-plan. « Incroyable !» murmura Antoine, se sentant submergé. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit et, à la surprise de tous, Robert Dubois entra. Le directeur régional regarda autour de lui, clairement impressionné par les changements. Son regard se posa sur le mur de photos, et un instant, Antoine vit quelque chose changer dans son expression. « Monsieur Bernard !» dit Robert Dubois en s'approchant. « Je crois que je comprends maintenant. » Antoine sourit, posant une main sur l'épaule de Robert Dubois. « Bienvenue de retour dans le véritable esprit du bon goût, Robert. » Alors que le soleil se couchait, jetant une lueur dorée à travers les fenêtres du bistrot, Antoine ressentit une vague de fierté et de gratitude. Les défis étaient encore nombreux et la route à venir restait difficile, mais en regardant autour de lui, Amélie dirigeant avec grâce, Théo trouvant sa place, les jumelles s'épanouissant et même Robert Dubois commençant à changer d'avis, il savait qu'ils étaient sur la bonne voie. Le bon goût n'était pas seulement un bistrot, c'était un phare d'espoir, un catalyseur de changement, un foyer pour quiconque franchissait ses portes. Et avec chaque petite victoire, avec chaque vie touchée, il réécrivait non seulement l'histoire de l'entreprise, mais celle de toute une communauté. Antoine se sourit à lui-même. Élise serait fière. Le soleil du matin baignait le bon goût, fraîchement rénové d'une lueur dorée, comme pour bénir les changements effectués ces derniers mois. Antoine Bernard, maintenant âgé de 71 ans, s'arrêta dehors pour admirer la vue. 6 mois s'étaient écoulés depuis le scandale qui avait failli tout détruire, et enfin, un nouveau jour s'était levé. En entrant, il fut accueilli par le bourdonnement animé des conversations et des rires. Dans un coin, un groupe de personnes âgées jouait aux échecs. Dans un autre, des étudiants se penchaient sur des livres dans le cadre du programme de tutorat après l'école. L'odeur de café frais et de pain cuit emplissait l'air, se mêlant à l'arôme indubitable d'espoir et de renouveau. Amélie le repéra et s'approcha avec un sourire radieux. « Bonjour, monsieur Bernard. Tout est prêt pour la grande annonce ?» Antoine hocha la tête, les yeux remplis de fierté et de nostalgie. En traversant le bistrot, il ne put s'empêcher de réfléchir au parcours qui les avait menés jusqu'ici. La décision d'être totalement transparent pendant la crise, bien que risquée, s'était avérée être le salut du bon goût. La communauté, touchée par leur honnêteté et leur détermination, s'était rassemblée de manière inattendue. Près du mur communautaire, maintenant agrandi pour couvrir tout un côté, Antoine s'arrêta pour lire une récente coupure de journal. Ex-cadre du bon goût, reconnu coupable de fraude. La photo d'accompagnement montrait Robert Dubois, escorté hors du palais de justice. Antoine ressentit une pointe de tristesse, mais aussi la satisfaction que justice ait été rendue. Théo, maintenant directeur général, s'approcha avec un sourire. « Ils sont tous prêts dans la salle de conférence, monsieur Bernard. » Quelques instants plus tard, Antoine se retrouva devant une petite foule, employés, membres du conseil d'administration et représentants de la communauté. Prenant une profonde inspiration, il commença. « Bonjour à tous. Aujourd'hui ne marque pas seulement un nouveau chapitre pour le bon goût, mais la fin d'une ère. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de prendre ma retraite. » Une ondulation de surprise traversa la salle, mais Antoine leva la main pour demander le silence. « Ne vous inquiétez pas, le bon goût est entre d'excellentes mains. C'est avec une grande fierté que j'annonce notre nouvelle structure de direction. Amélie Peterson en tant que PDG et Théo Dubois en tant que directeur des opérations. » La salle éclata en applaudissements enthousiastes, alors qu'Amélie et Théo s'avançaient, l'air tout aussi stupéfait que reconnaissant. Ces deux-là, continua Antoine, incarnent tout ce que le bon goût représente, la compassion, l'intégrité, la résilience. Sous leur direction, je sais que notre mission de nourrir non seulement les corps, mais aussi les âmes, continuera à s'épanouir. Il marqua une pause, son regard balayant la salle. Ces derniers mois nous ont mis à l'épreuve de manière inimaginable. Nous avons fait face à notre plus grande crise et en sommes sortis non seulement survivants, mais transformés. Et cela, mes amis,
c'est grâce à chacun d'entre vous. » De sa poche, il sortit une vieille photographie, la même montrant une jeune Élise et un Antoine, aux cheveux noirs, devant le Bon Goût original. Voici Élise, la véritable fondatrice du Bon Goût, en esprit. Elle m'a appris que la véritable mesure du succès n'est pas le profit, mais les vies que nous touchons. Un silence respectueux s'installa dans la salle, de nombreux yeux brillants. À ce moment précis, les portes s'ouvrirent et Chloé et Léa entrèrent, portant un grand gâteau décoré du nouveau logo du Bon Goût. « Surprise, papy !» s'écrièrent-elles à l'unisson. Antoine rit, le cœur débordant d'amour. Les jumelles, maintenant en bonne santé et rayonnantes, étaient la preuve vivante de la transformation qu'ils avaient tous subie. La célébration qui suivit fut remplie de rires, d'histoires partagées et de promesses pour l'avenir. Antoine circula parmi les invités, savourant chaque instant, chaque visage, chaque étreinte. En fin d'après-midi, il se retrouva dehors, regardant le soleil se coucher dans un dégradé d'or. Amélie le rejoignit, lui tendant une tasse de café. « Un sou pour vos pensées » dit-elle doucement. Antoine sourit. « Je pensais juste au pouvoir des petits actes de gentillesse. » Vous savez, tout cela a commencé avec une serveuse compatissante, nourrissant 2 filles affamées. Amélie rougit légèrement. Qui aurait cru que ce moment changerait tant de vies? C'est ainsi que le vrai changement se produit, réfléchit Antoine. Pas par de grands gestes, mais par de petits actes d'amour et de compassion, un à la fois. Ils restèrent un moment dans un silence complice, regardant les gens entrer et sortir du bistrot. Des familles se réunissant pour le dîner, des bénévoles arrivant pour le service du soir, des étudiants s'installant pour leur session d'études. « Vous avez bâti quelque chose d'incroyable ici, monsieur Bernard, » dit finalement Amélie. « Quelque chose qui nous survivra tous. » Antoine secoua la tête. « Nous l'avons bâti, Amélie, tous ensemble, et c'est pourquoi je sais qu'il est entre de bonnes mains. » Alors que le ciel virait au rose et à l'or, Antoine ressentit un profond sentiment de paix. Le Bon Goût n'était pas seulement un bistrot ou même une entreprise. C'était un témoignage du pouvoir de l'amour, de la compassion et de la communauté. Il pensa à Élise, à Isabelle, à tous ceux qui avaient fait partie de ce voyage, et il sut, au plus profond de son cœur, qu'il serait fier. Alors que les lumières du bistrot s'allumaient, projetant une lueur accueillante sur la rue, Antoine sourit. Un nouveau chapitre commençait, non seulement pour le Bon Goût, mais pour toute la communauté. Et bien que son rôle actif touche à sa fin, Antoine savait que le vrai travail, le travail de nourrir les âmes, de répandre la gentillesse, de créer des liens, continuerait. Une assiette à la fois, un sourire à la fois, un acte de compassion à la fois. Car en fin de compte, c'est ce qui comptait vraiment. Pas les profits ou la reconnaissance, mais les liens tissés, les vies changées, les âmes nourries. Et alors qu'Antoine contemplait la scène vibrante devant lui, le bistrot animé, la communauté unie, l'héritage d'amour qui avait grandi d'un simple rêve, il sut qu'il avait tenu la promesse qu'il avait faite à Élise toutes ces années auparavant. Le Bon Goût était vraiment le cœur d'une communauté, et sa chaleur continuerait de briller, nourrissant les corps et les âmes pour les générations à venir. Ce soir-là, de retour chez lui, Antoine se prépara pour le lit et prit la vieille photo d'Élise sur sa table de chevet. « Oh, Élise !» murmura-t-il, traçant son visage du doigt. « J'espère que je fais ce qu'il faut. J'espère que j'honore ton héritage. » Et pendant un bref instant, peut-être juste son imagination, Antoine aurait juré voir Élise lui sourire en retour, ses yeux débordant de fierté et d'amour. Avec cette image en tête, il s'endormit, réconforté par la connaissance que, quoi que le lendemain apporte, il y ferait face avec la force et l'intégrité qu'Élise avait toujours vues en lui. L'héritage d'Élise perdurerait, non seulement entre les murs du Bon Goût, mais dans les cœurs et les actions de tous ceux qu'elle avait touchés. Et Antoine était déterminé à s'assurer que cet héritage reste intact, quel qu'en soit le coût. Le bureau d'Antoine était silencieux, la tension palpable dans l'air. Robert Dubois était assis raidement sur une chaise en face du bureau, son regard oscillant entre la défiance et l'anxiété. Antoine, de son côté, paraissait calme, bien que son cœur batte la chamade. « Robert » commença Antoine, la voix ferme.
Nous avons découvert quelque chose lors de notre récent audit. Quelque chose qui m'a profondément dérangé. » Robert Dubois se tortilla mal à l'aise. « De quoi parlez-vous, monsieur Bernard ?» Antoine fit glisser un dossier sur le bureau. « Voyez par vous-même. » Les mains tremblantes, Robert Dubois ouvrit le dossier. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il parcourait les pages de graphiques, de chiffres et de preuves irréfutables de sa fraude. « Je peux expliquer, balbutia-t-il. « S'il vous plaît, faites, répondit Antoine, le ton glacial. Robert Dubois commença à marmonner des excuses. Des pressions financières, des problèmes personnels, n'importe quoi pour justifier ses actions. Mais alors qu'il parlait, sa voix changea. L'attitude défensive laissa place à quelque chose de plus sinistre. « Vous savez, monsieur Bernard, dit Robert Dubois en se redressant sur sa chaise, « je ne suis pas le seul à avoir des secrets. » Antoine fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Robert Dubois offrit un sourire malveillant. « Élise Dubois, votre liaison secrète, la fille que vous avez abandonnée. Je suis sûr que les actionnaires seraient fascinés par cette histoire. » Le sang d'Antoine se glaça. Comment Robert Dubois savait-il? Réalisant son avantage, Robert Dubois continua. « Et si on faisait un marché? Vous fermez les yeux sur mes divergences et je garde votre histoire secrète. Tout le monde y gagne. » Un instant, Antoine fut tenté. C'était une sortie facile. Il pouvait éviter le scandale, protéger la réputation de l'entreprise. Mais alors, la voix d'Élise résonna dans son esprit. « Notre intégrité est ce qui nous rend spéciaux. » Antoine se leva lentement, sa détermination renouvelée. « Non, Robert, il n'y aura pas de marché. Ce que vous avez fait est mal, et il y aura des conséquences. » La porte s'ouvrit violemment et Amélie entra, suivie de 2 agents de sécurité. « Monsieur Bernard, tout va bien ici ?» Antoine hocha la tête. « Oui, Amélie. S'il vous plaît, escortez monsieur Dubois dehors. Ses services ne sont plus requis au bon goût. » Alors que Robert Dubois était emmené, hurlant des menaces, Antoine s'effondra dans son fauteuil. La tempête ne faisait que commencer. Dans les heures qui suivirent, le bureau d'Antoine se transforma en centre de crise. Amélie, Théo et d'autres membres fidèles de l'équipe se rassemblèrent, travaillant fiévreusement pour évaluer les dégâts et concevoir un plan. Le total des fonds détournés s'élève à près de 2 millions d'euros sur plusieurs années, rapporta Amélie, la voix tendue. Cela pourrait sérieusement compromettre nos programmes communautaires. Théo, maintenant un acteur clé de l'équipe, ajouta. Et les employés commencent à poser des questions. Des rumeurs se répandent. Comme pour prouver ses dires, le téléphone d'Antoine sonna. C'était son attaché de presse. « Monsieur Bernard, nous avons un problème. Les médias locaux ont eu vent de l'histoire. Ils demandent un commentaire sur des allégations de fraude au bon goût. » Antoine ferma les yeux, sentant le poids du monde sur ses épaules. Mais quand il les rouvrit, une résolution féroce brûlait en lui. « Organisez une conférence de presse, » ordonna-t-il, « et rassemblez tous les employés. Il est temps pour une transparence totale. » Amélie le regarda avec inquiétude. « Vous êtes sûr? Nous pourrions essayer de contrôler le récit, de minimiser les dégâts ?» Antoine secoua la tête. « Non. Élise disait toujours que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin. Nous affrontons cela de front. 2 heures plus tard, la salle à manger principale du Bon Goût était bondée. Des employés anxieux, des journalistes affamés et des membres de la communauté inquiets s'entassaient, attendant des réponses. Antoine monta sur une estrade improvisée sous l'éblouissement des flashs des appareils photo. Il prit une profonde inspiration, trouvant du courage dans le souvenir d'Élise et le soutien silencieux d'Amélie et Théo à ses côtés. « Bonjour à tous, commença-t-il, la voix stable malgré ses nerfs. Je suis ici aujourd'hui pour répondre aux allégations de fraude au sein du Bon Goût. C'est avec un profond regret que je confirme que ces allégations sont vraies. » Un murmure choqué parcourut la foule. Antoine leva la main pour demander le silence. Un cadre supérieur a détourné des fonds importants au fil des ans. Cet individu a été licencié et nous coopérons pleinement avec les autorités. Il marqua une pause, regardant directement les visages inquiets de ses employés. Je sais que beaucoup d'entre vous sont préoccupés par leur emploi, par l'avenir du Bon Goût.
Laissez-moi vous assurer que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer cela. Personne ne perdra son emploi à cause de cette malversation. » Antoine se tourna ensuite pour s'adresser aux membres de la communauté. « À notre communauté qui nous a fait confiance et nous a soutenus, je m'excuse. Nous avons manqué à notre devoir de surveillance, mais je vous promets que nous serons meilleurs, plus transparents, plus responsables. Les programmes que nous avons lancés continueront. Le cœur du bon goût, l'esprit de compassion et de service communautaire restent intacts. » Alors qu'Antoine continuait à exposer ses plans pour des audits plus stricts, un fonds de compensation pour les programmes affectés et un engagement renouvelé en faveur de l'éthique des affaires, quelque chose de remarquable se produisit. Le choc et la colère initiaux de la salle commencèrent à se transformer en autre chose, l'espoir. Les employés échangèrent des regards déterminés, les membres de la communauté hochèrent la tête en signe de soutien. Même certains journalistes semblaient impressionnés par son honnêteté et son plan d'action. Après la conférence, alors que l'équipe se rassemblait pour discuter des prochaines étapes, Théo s'approcha d'Antoine. « Monsieur Bernard, dit-il, la voix épaisse d'émotion, je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous, nous tous. Ce que vous avez bâti, ce que cela signifie pour des gens comme moi et mes filles, ça vaut la peine de se battre. » Antoine sentit les larmes lui piquer les yeux. « Merci, Théo. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Amélie les rejoignit, les yeux brillants de résolution. « Alors, quel est le plan ?» Dans les semaines qui suivirent, le bon goût fit face à son plus grand défi. Les médias étaient implacables, les actionnaires furieux, et pendant un temps, il sembla que tout ce pour quoi ils avaient travaillé pourrait s'effondrer. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. La communauté se mobilisa. D'anciens bénéficiaires des programmes du bon goût se manifestèrent pour défendre l'entreprise. Les employés travaillèrent des heures supplémentaires sans se plaindre. Même des concurrents offrirent leur soutien, reconnaissant le bien que le bon goût avait fait. Antoine mena la charge, travaillant sans relâche pour récupérer les fonds détournés, restructurer l'entreprise et reconstruire la confiance du public. Il vendit des actifs personnels, réduisit son propre salaire et devint le visage de la transparence et de la responsabilité. Il y eut des moments de doute, des nuits où le fardeau semblait écrasant. Mais chaque fois qu'Antoine pensait à abandonner, il jetait un coup d'œil à la photo d'Élise sur son bureau, où voyait Chloé et Léa jouer dans le bistrot, où étaient témoins du dévouement inébranlable d'Amélie et Théo, et il trouvait la force de continuer. Lentement mais sûrement, les choses commencèrent à s'améliorer. Les programmes communautaires non seulement survécurent, mais s'étendirent, alimentés par un afflux de dons et de bénévoles, inspirés par la résilience du bon goût. Un soir, des mois après la révélation initiale, Antoine se tenait seul dans le bistrot après la fermeture, arpentant les murs maintenant ornés de messages de soutien de la communauté. Il sentit une vague d'émotion le submerger. « On l'a fait, Élise », murmura-t-il dans l'air vide. « Ce n'était pas facile, mais on l'a fait. » Et bien que la route à venir reste longue, Antoine savait qu'avec la vérité comme guide et l'esprit d'Élise comme inspiration, le bon goût ne survivrait pas seulement. Il prospérerait. La tempête était passée et l'aube d'un nouveau jour se profilait à l'horizon. Le soleil levant illuminait la façade fraîchement restaurée du bon goût, son enseigne brillant comme une promesse tenue. Antoine Bernard, à 71 ans, s'arrêta un instant pour admirer la vue. 6 mois s'étaient écoulés depuis que le scandale avait failli tout détruire, mais maintenant, enfin, un nouveau jour était arrivé. En entrant, Antoine fut accueilli par un bourdonnement animé. Des gens de tous horizons partageaient des tables et des sourires. Amélie, désormais directrice des opérations communautaires, l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. « Bonjour, monsieur Bernard. Prêt pour la grande annonce ?» Antoine hocha la tête, la fierté et la nostalgie brillant dans ses yeux. En traversant le bistrot, il ne put s'empêcher de se souvenir du parcours qui les avait menés là. Leur décision d'être complètement transparent pendant la crise, aussi risquée soit-elle, avait sauvé le bon goût. La communauté, touchée par l'honnêteté et la détermination à réparer les torts, s'était rassemblée de manière inattendue.
Près du panneau d'affichage communautaire, maintenant agrandi pour couvrir un mur entier, Antoine s'arrêta pour lire un titre récent. « Ex-cadre du bon goût, reconnu coupable de fraude ». La photo montrait Robert Dubois, escorté hors du tribunal. Antoine ressentit une pointe de tristesse, mais aussi la satisfaction de voir la justice rendue. Théo, maintenant directeur général, s'approcha avec un grand sourire. « Tout est prêt dans la salle de conférence, monsieur Bernard. » Quelques minutes plus tard, Antoine se tenait devant une petite foule d'employés, de membres du conseil d'administration et de leaders communautaires. Prenant une profonde inspiration, il commença son discours. « Bonjour à tous. Aujourd'hui ne marque pas seulement un nouveau chapitre pour le bon goût, mais signifie aussi la fin d'une ère. Après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps pour moi de prendre ma retraite. » Une vague de surprise parcourut les participants, mais Antoine leva la main pour demander le calme. « Ne vous inquiétez pas, le bon goût est entre de très bonnes mains. C'est avec une immense fierté que j'annonce notre nouvelle équipe de direction. Amélie Peterson en tant que PDG et Théo Dubois en tant que directeur des opérations. » Un tonnerre d'applaudissements suivit alors qu'Amélie et Théo rejoignaient Antoine à l'avant, tous deux l'air stupéfaits et profondément émus. Ces deux-là, continua Antoine, incarnent tout ce que le bon goût représente, la compassion, l'intégrité et la résilience. Je sais que sous leur direction, notre mission de nourrir non seulement les corps, mais aussi les âmes, continuera à s'épanouir. Il marqua une pause, son regard balayant la salle. Les derniers mois nous ont mis à l'épreuve de manière inimaginable. Nous avons fait face à notre plus grande crise et en sommes sortis plus forts, non pas grâce à moi, mais grâce à vous tous. Antoine sortit une vieille photo. Élise, jeune et radieuse, se tenant à côté d'une version plus jeune de lui-même, devant le tout premier, le bon goût. Voici Élise, la véritable fondatrice du bon goût, en esprit. Elle m'a appris que le vrai succès ne se trouve pas dans les profits que nous réalisons, mais dans les vies que nous touchons. Un silence respectueux s'installa dans la salle, de nombreux yeux brillants de larmes. À ce moment, les portes s'ouvrirent, et Chloé et Léa entrèrent, portant un grand gâteau orné du logo « Mise à jour » du bon goût. « Surprise, papy !» crièrent-elles ensemble. Antoine rit, le cœur débordant. Les jumelles, maintenant rayonnantes de santé et de bonheur, étaient la preuve vivante du chemin parcouru par tous. La célébration qui suivit fut remplie de rires, de souvenirs partagés et d'engagements renouvelés. Antoine se déplaça parmi la foule, savourant chaque instant, chaque visage, chaque étreinte. Tard dans l'après-midi, il se retrouva debout dehors, regardant le coucher de soleil doré. Amélie le rejoignit, lui tendant une tasse de café. « Un sou pour vos pensées ?» dit-elle doucement. Antoine sourit. Je m'émerveillais juste de voir à quel point les choses peuvent changer à partir de petits actes de gentillesse. Vous savez, tout cela a commencé avec une serveuse compatissante, nourrissant 2 filles affamées. Amélie rougit un peu. Qui aurait deviné que ce simple moment transformerait tant de vies? C'est ainsi que le vrai changement se produit, réfléchit Antoine. De petits actes d'amour, un par un. Ils restèrent tranquillement à regarder les gens aller et venir. Des familles partageant des dîners, des bénévoles arrivant pour le service du soir, des étudiants se rassemblant pour des sessions d'études. « Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici, monsieur Bernard, » dit enfin Amélie. « Quelque chose qui durera longtemps après notre départ. » Antoine secoua la tête. « Nous l'avons créé, Amélie, tous ensemble. Et c'est comme ça que je sais que ça va aller. » Alors que le ciel se teintait de rose et d'or, Antoine ressentit un profond sentiment de paix. Le bon goût n'était pas seulement un bistrot, ou même une entreprise. C'était un témoignage du pouvoir de la compassion, de la communauté et de l'amour. Il pensa à Élise, à Isabelle, à tous ceux qui avaient fait partie de cette histoire, et il sut, au plus profond de son âme, qu'il serait fier. Alors que les lumières du bistrot s'allumaient, baignant la rue d'une lueur chaleureuse, Antoine sourit. Un nouveau chapitre commençait, non seulement pour le bon goût,
mais pour toute la communauté. Et bien que son rôle actif touche à sa fin, Antoine comprit que le vrai travail, le travail de nourrir les âmes, de répandre la gentillesse, de créer des liens, continuerait. Une assiette à la fois, un sourire à la fois, un acte de compassion à la fois. Car en fin de compte, c'est ce qui comptait vraiment. Pas les profits ou les accolades, mais les liens tissés, les vies touchées, les âmes nourries. Et alors qu'Antoine contemplait la scène vibrante devant lui, un bistrot animé, une communauté unie, un héritage d'amour né d'un simple rêve, il sut qu'il avait tenu la promesse qu'il avait faite un jour à Élise. Le bon goût était vraiment le cœur d'une communauté, et sa chaleur continuerait de briller, nourrissant les corps et les âmes pour les générations à venir.